Derniers inscrits. On va attendre une petite minute que les derniers inscrits se connectent et on va pouvoir démarrer cette session. Est-ce qu'en attendant, vous m'entendez tous et est-ce que vous pouvez voir mon écran? Fantastique. Eh ben, on va pouvoir se lancer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à ce webinaire qui est centré aujourd'hui sur la thématique de l'innovation au service des fondamentaux du recrutement. Alors, petite précision en guise d'introduction sur pourquoi on a fait le choix d'évoquer ce thème. C'est parce qu'on observe aujourd'hui un paradoxe dans le monde du recrutement qui nous semblait intéressant d'étudier et d'approfondir. Euh, Ce paradoxe, c'est le fait que d'un côté, on n'a jamais autant parlé de nouvelles technologies au service du recrutement pour accélérer le recrutement, pour gagner en précision, pour gagner en efficience. Et de l'autre, on a des acteurs du recrutement qui, pour une bonne part, continuent de se déclarer sous tension, soit parce qu'ils continuent à connaître des difficultés pour trouver des candidats qualifiés, soit parce qu'ils regrettent un manque d'outils, un manque de moyens, ou bien parfois encore parce qu'ils souhaiteraient s'équiper, mais ils ne savent pas très bien par où commencer. Et donc, c'est pour ça qu'on a imaginé cette session plutôt comme un guide concret, comme un guide pratique, j'ai envie de dire, sur le comment innover à bon escient, comment innover au bon moment dans la chaîne de valeur et quels bénéfices on peut en tirer en tant qu'organisation. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés un sacré panel d'experts, à commencer par Thibaut Maire, qui lui travaille en tant que spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed et qui va, dans une première partie, nous éclairer sur les grandes tendances du marché de l'emploi pour bien comprendre les évolutions dans les attentes des entreprises, mais aussi dans les attentes des candidats et bien comprendre pourquoi l'innovation peut faire la différence. Bonjour Thibaut. Bonjour Louis. Et avec ensuite Thibaut Péan, qui lui est Chief Product Officer du groupe Mr. Temp et qui va nous expliquer comment intégrer l'innovation dans la chaîne de valeur du recrutement avec des exemples très concrets de cas d'usage qui permettront, je l'espère, de nourrir vos réflexions. Bonjour Thibaut. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et enfin, nous avons autour de la table Fabrice Coulombelle, qui est lui directeur de l'entrepôt logistique du groupe Fnac Darty à Massy et qui nous partagera un retour d'expérience concret sur la mise en œuvre et sur les bénéfices de l'innovation au service du recrutement. Bonjour Fabrice. Bonjour Louis, bonjour mesdames, messieurs. Voilà, et pour ma part, Louis Desmay, moi je travaille au développement des grands comptes chez Mr. Temp. Mr. Temp, qui on est? On est un acteur innovant de l'intérim et du recrutement qui combine un savoir-faire de proximité avec notamment un réseau de 250 agences en France et une technologie de pointe au service de nos clients, de nos talents et de nos recruteurs. Euh, Peut-être dernier petit mot avant de plonger dans le vif du sujet. Je rappelle que tout au long du webinaire, vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions directement dans le chat. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau et on a bien sûr prévu une session de questions-réponses à la fin. Alors, on va démarrer avec Thibaut. Peut-être première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Indeed et de ce que vous observez du marché de l'emploi en 2025? Merci Louis, bonjour à toutes, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors pour vous parler d'Indeed, Indeed, c'est la première plateforme d'emploi privée en France qui n'est qu'une seule mission, c'est d'aider les candidats et les candidates à trouver un emploi, donc de mise en relation des candidats et des candidates avec, avec des offres d'emploi qui peuvent être publiées. Quelques chiffres clés, mais je vous assure que c'est principalement aussi pour vous donner une indication sur le marché, pour commencer à vous en parler, mais aussi pour vous donner un petit peu la légitimité qu'on a et la position qu'on a pour partager avec vous certaines grandes tendances que l'on voit passer sur notre plateforme. Tous les mois, on a environ 7 millions de personnes qui viennent sur notre plateforme, ce qui nous donne effectivement la possibilité de comprendre ce qui les intéresse un petit peu moins, avec évidemment certains d'entre eux qui nous confient leur CV, et puis les entreprises, évidemment, qui vont nous confier leurs offres d'emploi
Et puis peut-être une particularité d'Indeed par rapport à d'autres plateformes, c'est la possibilité pour les candidats et les candidates de noter leur expérience, soit en tant que candidat ou candidate, mais aussi en tant que collaborateur, collaboratrice qui passe dans votre organisation ou dans une autre. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner quelques chiffres. Et ces chiffres nous donnent la possibilité, ce volume de données nous donne la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe en temps réel sur le marché du travail, avec notamment un premier indicateur qui est celui de la création d'emplois. Alors d'abord, si on regarde les chiffres officiels, ceux de l'INSEE ou de la DARES, on s'aperçoit, et vous devez peut-être le ressentir dans vos organisations, que la création d'emplois a ralenti. Le taux de chômage, qui reste évidemment trop élevé, reste relativement bas par rapport aux décennies précédentes. Il est aujourd'hui à 7,4%. Il est descendu à 7,2 dans les 2 dernières années. Donc, ça reste relativement et toujours trop élevé en tant que citoyen et contribuable. On sait que c'est toujours trop élevé, mais ça reste bas par rapport à ce que les uns et les autres on a pu connaître tout au long de nos carrières. Ce que nous pouvons voir, on peut le voir en fait avec les offres d'emploi publiées directement sur Indeed ou visibles sur Indeed. Vous pouvez constater, nous, on a un indicateur qu'on essaie de suivre depuis l'avant-Covid. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais vous pouvez constater sur ce graphique qu'on a connu, et vous avez dû le ressentir dans vos organisations de recrutement, on a connu un pic jusqu'à la fin 2022-2023. Et depuis, on est un retour à la normale en ce qui concerne les offres d'emploi. Et aujourd'hui, on tend à se stabiliser à environ 26 à 30% d'offres d'emploi supplémentaires par rapport à la période pré-Covid. Alors dit comme ça peut paraître un tout petit peu abstrait, mais si on se place du point de vue du candidat ou de la candidate, ça signifie tout simplement que quelqu'un qui se connectait sur notre plateforme juste avant le Covid voyait 10 offres. Cette même personne aujourd'hui en voit 12, 13 ou parfois 14, et vous avez pu le constater, à certains moments, on a vu 20, donc c'est-à-dire le double d'offres d'emploi qu'il y avait précédemment. Donc, ça nous donne un indicateur de tension. On constate qu'il y a encore une forte pression côté employeur. Ça veut dire aussi que potentiellement les comportements des candidats et les candidates jouent aussi sur ce volume d'offres d'emploi. Et puisque nous avons avec nous Fnac Darty, pardon, je me suis permis d'extraire deux grandes catégories chez nous, qui sont les catégories autour justement de la logistique, de l'entreposage et de la gestion logistique. Vous pouvez constater que les courbes sont à peu près les mêmes, avec des variations un peu plus grandes. Et aujourd'hui, on est un tout petit peu en dessous de la moyenne nationale sur la totalité des offres, parce que le chiffre que je vous ai montré précédemment, il regroupait tous les types de contrats, tous les secteurs d'activité. Là, si on se concentre que sur ces grandes familles de métiers autour de la logistique et de l'entrepôt, ben, on va être autour de 15 à 20% d'offres d'emploi supplémentaires. Donc, ce qui reste encore un marché en tension, mais évidemment moins en tension qu'il ne l'était il y a 18 à 24 mois. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, peut-être pour faire un tout petit peu de prospective, et on n'a pas de boule de cristal chez Indeed, pendant très longtemps, croissance économique, taux de chômage et donc pression sur le marché de l'emploi ont été corrélés. On entre peut-être, notamment en Europe de l'Ouest, dans un monde un peu nouveau, où finalement, ces deux indicateurs vont être décorrélés, parce que vous le savez, la population active, d'abord, elle vieillit, et puis elle va tendre à diminuer dans les prochaines années. Ce qui veut dire que les besoins en ressources, en main-d'œuvre sur certains secteurs d'activité vont continuer, malgré peut-être une croissance faible ou nulle, va continuer à être assez forte. Voilà, donc ça, c'est pour faire un tout petit peu de prospective. Maintenant, Louis le disait en introduction, on aime bien aussi s'intéresser aux grandes tendances, aux attentes des candidats et des candidates. Et on s'était dit en préparant ce webinaire que c'était aussi l'occasion peut-être de mettre sur le devant une valeur, en tout cas quelque chose qui est important aux yeux des candidats et des candidates, qui est la transparence. Et la transparence, pour un candidat ou pour une candidate, elle passe notamment par la transparence salariale. Vous le savez sans doute, dans à peu près un an, je crois que c'est quasiment jour pour jour, la directive européenne relative à la transparence salariale sera en application en France, et peut-être avant. Et donc, un indicateur qu'on essaye de suivre sur Indeed, c'est le niveau de transparence des rémunérations dans les offres d'emploi. Et aujourd'hui, force est de constater que la France n'est pas forcément un mauvais élève, puisqu'on a un peu plus de la moitié des offres d'emploi qui affichent leur rémunération dans les offres d'emploi. Vous voyez que certains de nos voisins européens sont encore un petit peu éloignés, ont un peu un travail à faire.
Et puis, le Royaume-Uni, le pays anglo-saxon de ce groupe d'offres de pays qui sont regroupés ici, est relativement en avance, même si évidemment ils ne sont pas affectés par la directive européenne, puisque c'est une réglementation de l'Union européenne. Ce qu'on constate également, c'est que ce niveau de transparence, il est extrêmement variable. Il est extrêmement variable, d'autant plus que la rémunération est élevée ou faible. Et ça n'est probablement pas une surprise pour vous, mais plus la rémunération est élevée, moins la transparence est présente. Et donc, à contrario, lorsque les salaires les rémunérations sont plutôt basses, ben, les employeurs, les annonceurs, ont plutôt tendance à être relativement transparents avec les candidats et les candidates. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que c'est aussi un vecteur de performance, finalement, la transparence dans la rémunération, puisque ce qu'on constate aussi sur notre plateforme, c'est qu'il y a deux offres d'emploi identiques. Si l'une d'entre elles affiche une rémunération, quelle que soit la rémunération, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, qu'elle soit mieux disante ou moins disante que le marché, si l'offre d'emploi qui affiche des éléments de rémunération aura toujours plus de clics, d'attractivité, sera toujours plus consultée par les candidats et les candidates. Et finalement, c'est relativement logique. Un candidat ou une candidate a besoin de savoir à quelle sauce il va être mangé, combien il va y gagner, et par conséquent, il va plutôt se diriger vers les offres d'emploi qui met à sa disposition une information qui est absolument vitale, qui est celle de la rémunération. Ça, c'était, on avait imaginé vous faire cette petite piqûre de rappel pour vous dire que si vous ne le faites pas aujourd'hui, les uns et les autres, d'être le plus transparent possible sur la rémunération, c'est probablement le moment de s'y mettre. D'abord parce que vous avez potentiellement un vecteur de performance sur vos offres d'emploi, mais aussi puisque, bien entendu, la réglementation vous y obligera très probablement dans les prochains mois et en tout cas dans la prochaine année à venir. Maintenant, d'autres choses qui sont importantes dans les comportements des candidats, il peut paraître un petit peu bateau, un petit peu évident, c'est que la recherche d'emploi se passe principalement sur les smartphones. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 utilisent un smartphone au moins une fois par jour, d'accord? Et évidemment, les uns et les autres, probablement beaucoup plus que ça. Sur Indeed, environ 70% du trafic de recherche, c'est-à-dire de recherche d'emploi, de consultation des offres d'emploi, se font sur le terminal mobile. Tout simplement parce que le mobile est très souvent le seul accès Internet du foyer. Le taux d'équipement en ordinateur individuel, il a tendance à dégringoler, à être plus faible parce que le smartphone remplace l'ordinateur individuel et familial tel qu'il pouvait exister dans le passé. Et donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Je sais que Mister Time Group y reviendra juste après. Pour faciliter le parcours du candidat, ça veut dire aussi qu'il faut optimiser le parcours du candidat pour cet outil, qui n'est qu'un support, hein, rien d'autre, de manière à ce que les candidats puissent facilement trouver vos offres d'emploi, postuler, répondre aussi aux sollicitations des différents employeurs, etc., etc. Tout ça, évidemment, ça veut dire mettre un nombre d'informations relativement important à disposition des candidats dans un espace qui est réduit, hein, l'espace de l'écran du smartphone. Et chez Indeed, on observe finalement 6 points qui sont absolument indispensables à trouver dans une offre d'emploi. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé, c'est la rémunération que vous voyez. Mais au-delà de la rémunération, il faut aussi y mettre les à côté, donc tous les avantages qui sont mis à disposition des candidats et des candidates, ou des futurs collaborateurs pardon, et collaboratrices. Il faut absolument mettre à disposition dans l'offre d'emploi de manière à ce que les candidats savent exactement s'ils ont envie d'y aller, s'ils peuvent y aller, si ça correspond à leurs attentes. Ensuite, et je vais continuer dans le sens des aiguilles d'une montre, évidemment, bien préciser la typologie de contrat de poste. Donc ça, c'est aussi une obligation légale, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus, mais c'est absolument important. Ensuite, les critères, le profil que vous demandez. Donc, si on parle de métier d'entrepôt, par exemple, avoir le CACES, par exemple, ça peut être une chose très importante à mettre en avant, un certificat, une formation particulière, un permis particulier. Il faut absolument le mettre, mais aussi se limiter à ça. C'est-à-dire pas forcément avoir des listes extrêmement longues, mais plutôt les critères les plus importants et surtout les critères indispensables pour l'obtention de l'emploi auprès de vos organisations. Enfin, tout ce qui concerne les horaires, le cadre de travail, je ne vais pas évidemment parler ici du télétravail, mais la totalité. Est-ce qu'il y a du travail de nuit? Est-ce qu'il y a du travail de week-end? Est-ce que c'est des horaires fixes? Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir de la visibilité sur mon calendrier sur plusieurs semaines, etc.
On sait que lorsque ces informations sont clairement organisées et disponibles pour les candidats, on a 30 à 40%, 30 ou 40% de plus de clics sur ces offres d'emploi-là, de clics qui vont aller jusqu'à la candidature ou au début de candidature. Et la localisation géographique, que je garde pour la fin, mais qui est probablement la chose la plus importante. Pour vous donner une petite idée, sur une recherche sur Indeed, 30% de la totalité des recherches sur Indeed dans le monde ne concernent que la localisation. C'est-à-dire qu'on peut chercher un métier, une entreprise et puis une localisation. 30% des recherches ne renseignent qu'une localisation. Donc on va chercher Massy et on va voir toutes les offres d'emploi qui concernent cette localisation-là. Donc on sait que c'est quelque chose qui est très important et c'est probablement l'équation la plus difficile à résoudre sur le marché de l'emploi, c'est savoir est-ce que les emplois se trouvent là où les candidats et les candidates se trouvent et vice-versa. Donc si, et on l'observe de plus en plus, ces éléments qui sont fondamentaux pour les candidats et les candidates, c'est ceux qui sont les plus regardés, c'est ceux qui sont les plus de vecteurs de performance pour les offres d'emploi. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'économie de décrire en détail, mais avec des éléments nécessaires uniquement, les missions qui se cachent derrière un métier, derrière un poste qui est ouvert chez vous. Pour faire la transition avec ce que va vous présenter Mr. Temp, ce qu'on essaye de faire chez Indeed, c'est quand même d'essayer de simplifier un maximum aussi le parcours des candidats, mais aussi ceux des recruteurs. Je ne vais pas vous faire les schémas en entier. La réalité, c'est qu'il n'existe pas de parcours parfait, ni pour les chercheurs d'emploi, ni pour les recruteurs. En revanche, si on les décompose, on s'aperçoit qu'il y a des moments où il y a des points de blocage, où le candidat, notamment lorsqu'il a postulé, eh ben, il va peut-être devoir attendre d'avoir une réponse positive ou négative. Il va peut-être devoir confier des documents à l'employeur qui s'intéresse à lui ou à quel il ou elle s'intéresse. Et à chaque fois, ces points de blocage, ça produit des allers-retours qui font que les candidats vont ensuite se rediriger soit vers d'autres offres d'emploi et d'autres employeurs qui leur répondent plus vite, mais aussi ça va créer de la frustration pour eux. Ils vont peut-être multiplier leur candidature pour multiplier leurs chances. Et donc là aussi, là, il faut absolument que les employeurs soient le plus réactifs possible, mais évidemment, Mr. Temp y reviendra. Et côté recruteur, côté employeur, c'est la même chose. Entre les premières tâches qui sont relativement administratives, de mise en ligne des offres d'emploi, etc., et puis le moment où on va pouvoir rencontrer un candidat ou une candidate, il y a souvent des points de friction, d'aller-retour qui se produisent et qui malheureusement créent de la frustration pour les candidats et les candidates. Et donc, on risque de perdre les candidats et les candidates lors de ce parcours de candidature. La transition va se faire tout naturellement avec Mr. Temp. Ce qu'on essaye de faire, et on a un alignement assez fort avec la philosophie aussi de Mr. Temp, c'est de rendre le recrutement le plus simple possible, le plus rapide possible, euh, mais en restant le plus humain possible. La technologie, la facilitation du parcours de candidature n'est là que pour qu'un candidat ou une candidate puisse rencontrer le plus rapidement possible son ou sa future manager, le recruteur ou la recruteuse qui va s'occuper de son parcours de recrutement. Et ça nous fait, je crois, une transition parfaite avec ce que vous allez nous présenter, Louis et Thibault. Exactement, Thibaut. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants et qui rejoignent effectivement exactement ce qu'on essaye de bâtir chez Mister Tem, c'est-à-dire l'innovation au service de besoins concrets, besoins des entreprises, besoins des candidats. Et c'est pour ça qu'on a développé depuis maintenant près d'une dizaine d'années une plateforme tech qui a vocation à servir notre expérience candidat, bien sûr, nos clients, mais aussi à libérer nos équipes de recrutement le plus possible des processus à faible valeur ajoutée pour les concentrer le plus possible sur l'essence même du recrutement, à savoir la relation directe avec les entreprises, avec nos clients et avec les candidats. Euh, et donc j'ai avec moi Thibaut pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment on a pu développer et enrichir cette techno en repartant d'abord de la cartographie de nos processus de recrutement. Donc Thibaut, est-ce que tu peux nous décrire les étapes de recrutement sur lesquelles on s'est concentré? Oui, ouais, tout à fait. Effectivement, alors merci, bonjour à tous. L'idée aussi de cette présentation, c'était de donner des petits grilles pratiques pour les personnes qui voudraient faire ça dans leur organisation. On va essayer de vous dire comment nous, on a procédé et comment on a travaillé là-dessus.
et de vous donner des petites choses pour vous faire gagner du temps le cas échéant. Donc nous, effectivement, on est d'abord parti du process métier et sur ces différentes étapes du process métier, savoir quelles étaient celles qui avaient le plus d'intérêt à automatiser, à mettre de la tech pour simplifier la vie de nos recruteurs, de nos candidats, de nos clients. Et donc, on voit un peu sur cette frise, il y a les endroits où il y a des petits robots, c'est là où on va le plus concentrer la tech. Donc, sur la partie stratégie de ressourcement, compréhension des besoins de nos clients, clairement, là, ça reste extrêmement humain dans la relation pour comprendre finement les besoins de nos clients et de nos candidats. Le sourcing, là, on a pu automatiser une grosse partie. Ce n'était pas l'endroit le plus intéressant, on y reviendra, où on passait du temps à refaire des choses régulièrement et un gros potentiel d'automatisation. Sur tout ce qui est présélection et entretien, donc sur la relation candidat, derrière, là, c'est quelque chose qu'on veut garder très humain. On voit des choses sur le marché où des gens essayent d'automatiser jusqu'au bout avec des avatars. Cette partie-là, ce n'est pas notre philosophie, nous. On pense que l'humain est indispensable pour comprendre vraiment les attentes de nos candidats. Et en revanche, après, sur la partie aval, on est dans un métier, en particulier dans l'intérim, qui est quand même très administratif, très chronophage. On est les recruteurs de nos intérimaires. Et donc, sur tout ce qui est le matching au sein de la commande et sur la partie contrat-émission, là, pour le coup, il y avait un gros potentiel d'automatisation. Donc, c'est là qu'on s'est aussi concentré. Parfait, merci beaucoup Thibaut. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails en termes de cas d'usage, de cas concrets sur lesquels vous avez travaillé, vous avez pu développer notre plateforme? Oui, avec plaisir, que j'ai choisi trois process un peu qui peuvent parler à tout le monde, je pense. La première partie, c'est comment on trouve les candidats, les meilleurs candidats pour nos clients. Et donc, toutes les entreprises sont intéressées par ça aussi, comment elles trouvent les meilleurs employés, les meilleurs salariés. Nous, le conseil qu'on pourrait donner, c'est déjà de se constituer une base de candidats qualifiés, de ne pas toujours repartir de zéro. On a des process de recrutement, donc nous, on a des milliers de process de recrutement en parallèle et ça nous a permis de constituer une base de candidats d'aujourd'hui de plus de 3,5 millions de profils qu'on a qualifiés à travers des entretiens, des entretiens téléphoniques, des entretiens physiques dans nos 250 agences. Et donc maintenant, on a cette base-là, c'est notre premier recours dès qu'on a une demande, un besoin qu'on va travailler et qu'on va enrichir. Maintenant, après, on ne trouve pas toujours dans sa base. Et là, on a clairement développé aussi des liens avec tous les partenaires emploi qui existent en France, en particulier avec Indeed, qui a des outils aujourd'hui qui sont hyper pratiques de ce point de vue-là, des multidiffuseurs pour envoyer sur un maximum de sites pour pouvoir gagner en visibilité. Et on a aussi aidé nos recruteurs d'un point de vue technologique, au-delà de ces connexions qui simplifient la diffusion des offres, aussi pour rédiger les offres et les annonces. On voyait avec Thibaut qu'il y a un certain nombre de critères qui sont importants à faire apparaître à chaque fois. C'est chronophage quand on travaille sur plusieurs dizaines de qualifications au sein d'une agence, de poster ces annonces, de les maintenir à jour, etc. Donc, on a développé un générateur d'annonces IA qui a permis de gagner à la fois en rapidité pour la création d'annonces, mais aussi en qualité finalement de ce qui était, puisque les critères indispensables vont être directement intégrés dans l'annonce. Et puis, il y a d'autres canaux qui sont aussi souvent moins exploités parce qu'ils sont peut-être plus coûteux à mettre en œuvre. Vous n'aurez pas forcément le temps dans vos entreprises de le faire, mais c'est tout ce qui a trait au référencement sur les moteurs de recherche. Et puis, tous les partenariats. Nous, on va avoir des partenariats, bien sûr, avec France Travail, avec les écoles, avec les missions emploi, qui nous permettent de détecter, de dénicher les meilleurs talents sur le territoire. Mais on est obligé, voilà, d'ouvrir un peu tous les canaux et la tech pour ça est très utile. Un deuxième cas d'usage qu'on a derrière, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'importance du parcours candidat, de réussir à avoir une bonne première impression du candidat, pouvoir détecter rapidement les candidats les plus intéressants et de ne pas les perdre dans un process compliqué. Donc nous, on a mis beaucoup d'efforts à faire un parcours d'inscription rapide, sécurisé, qui puisse pour le candidat nous transmettre toutes les informations nécessaires
rapidement, sans effort, depuis son canapé, et bien sûr sur mobile. Nous, c'est vrai que le mobile a été le choix qu'on a fait dès le départ. On confirme les chiffres de Thibaut, hein, il y a plus de 80% aujourd'hui de nos candidatures qui se font à travers le mobile. On a mis en place une application mobile aussi qui permet aux candidats de facilement postuler, de répondre aux missions qu'on leur propose, de transmettre leurs documents sans effort, avec de la reconnaissance automatique de documents par IA. Et puis après, il y a toute la gestion de la relation qu'on a avec nos intérimaires sur la dématérialisation des contrats, des bulletins de salaire. Voilà, toutes ces choses-là qui simplifient la vie au quotidien, à la fois de nos recruteurs, mais surtout beaucoup de nos talents, de nos candidats, qui n'ont pas envie de perdre du temps sur des trucs administratifs. On est là pour les accompagner et leur faciliter la vie. Donc ça, si vous avez la possibilité de le mettre en place dans vos entreprises, ce n'est pas toujours facile, mais c'est clairement important dans le parcours du candidat. Et puis le dernier exemple qu'on avait, c'était sur nous, nos besoins internes, et peut-être sur vos équipes de recrutement aussi, des outils qui soient performants, qui leur permettent rapidement d'identifier les meilleurs talents et de pouvoir les traiter efficacement. Nous, on a par exemple développé des outils pour traiter et trier les candidatures. On reçoit plusieurs centaines, milliers de candidatures par semaine. C'est 15 000 candidatures par semaine, 40 000 candidatures sur le réseau, 15 000 nouveaux candidats par semaine. Et donc, pour traiter efficacement ça, il fallait des outils qui permettent de rapidement identifier les meilleurs candidats de cette manière-là. Sur la partie qualification aussi, donc la mise en place de viviers sur des territoires, d'avoir les meilleurs candidats identifiés pour pouvoir répondre rapidement à des commandes clients. C'est des choses qu'on a mis rapidement en place et qu'on a fait évoluer tout au long du temps, toujours se remettre en question avec l'évolution des technologies pour pouvoir après faire du matching intelligent, pour pouvoir, par exemple, sur la qualification aussi des candidats, on est en train de faire des tests aujourd'hui sur le fait que l'IA puisse, que notre consultant soit complètement concentré sur l'entretien avec son candidat et qu'on puisse enregistrer l'audio et en faire une synthèse après par la suite. C'est des choses voilà, sur lesquelles on fait des expérimentations de manière à toujours faciliter le travail de nos recruteurs. Et puis après, tout ce qui va être administratif, là, assez rapidement, on a travaillé avec des outils de dématérialisation, mis en place des outils de dématérialisation, et avec nos clients aussi, plutôt grands comptes, la mise en place d'espaces clients ou d'outils de reporting qui leur permettent de suivre facilement les tâches, choses qui avant étaient faites manuellement. Les équipes passaient du temps à aller chercher de la donnée, etc., et qui sont maintenant mises à disposition automatiquement. Voilà un peu des exemples, certains qui, j'espère, vous parleront, que vous pourrez remettre en place de votre côté. En tout cas, nous, de notre côté, on a vu que ça avait un impact vraiment important, puisque auparavant, on avait donc là, nous, ce qui nous semble le plus intéressant sur la vie du recruteur, là, c'est le temps d'un recruteur là, qu'on a schématisé en plusieurs catégories. Il va passer du temps sur le sourcing, du temps sur du support, de la gestion, sur la sélection des entretiens, la relation client. Et aujourd'hui, ce qu'on constatait auparavant, ce qu'on voit encore chez un certain nombre de nos confrères, c'est qu'il y a 40% du temps finalement qui est vraiment à valeur ajoutée avec nos clients, avec nos candidats. C'est là qu'on veut qu'ils passent le plus de temps. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, avec la tech qu'on a pu mettre en place, on arrive à dégager 25% de temps en plus pour consacrer nos équipes à l'échange avec nos intérimaires, à l'échange avec leurs clients, versus des tâches qui sont à plus faible valeur ajoutée. Donc, il y a vraiment un impact concret auprès des équipes. Merci beaucoup, Thibaut. Et donc, je précise, ça, c'est le modèle qu'on a mis en place pour toutes nos opérations de recrutement. Et pour les grands comptes, alors Thibaut l'a un petit peu mentionné, donc c'est-à-dire les clients qui ont des besoins de recrutement ou d'intérim récurrents ou en grand nombre, on a ajouté à cette brique tech le modèle on-site dans lequel nous avons des équipes qui travaillent à plein temps chez nos clients, comme une véritable extension de leur service RH et dont la mission est d'optimiser
la performance opérationnelle et la performance économique de leur dispositif d'intérim. Et c'est un modèle où on se rend compte évidemment que le facteur clé de succès numéro un, c'est le terrain, c'est la proximité avec les équipes opérationnelles, c'est la réactivité, c'est le pilotage. Et donc, c'est un modèle dans lequel bénéficier d'excellents outils est vraiment clé et vraiment déterminant. Euh, donc, on va parler de tout ça avec Fabrice Coulombelle, avec qui on collabore sur ce modèle de l'implant depuis de nombreuses années. Fabrice, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, 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 je suis toujours là. Alors, Fabrice, peut-être première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont vos principaux enjeux sur votre site de Massy en termes de recrutement et en termes de pilotage opérationnel? Ouais. Merci Louis de me donner la parole. Moi, je dirais que nous voyons trois priorités assez déterminantes pour réussir un recrutement de qualité. Le premier, c'est l'intégration et la formation. Il y a tout un travail d'anticipation qui doit être mené en amont pour bien comprendre les besoins et, euh, et arriver à, je dirais, rédiger un plan de formation qui va accompagner nos collaborateurs bien en amont avec, par exemple, la visite sur site d'un formateur qui va accompagner les futurs collaborateurs avec cette partie de bien comprendre la mission pour laquelle ils vont intégrer le site. Le deuxième point pour lequel nous, on y voit quand même une priorité extrêmement importante, c'est la motivation et l'engagement. C'est-à-dire que nous, nos collaborateurs futurs sont intégrés et profitent des mêmes intérêts et avantages que nos CDI contractuels. Euh, L'importance de donner du sens et d'expliquer la mission pour laquelle ils sont intégrés au site est assez déterminante dans des métiers qui parfois sont à tâches répétitives, sont pas toujours à grande valeur ajoutée, mais d'expliquer pour quelle raison je fais tel geste et pour quelle raison je mets tel article dans tel bac et de telle façon est assez important. Et puis je dirais qu'en termes de considération, c'est de les considérer à part entière de l'équipe et faisant partie complètement de l'ensemble de nos organisations et de nos processus. Et puis le dernier, pour terminer, la fidélisation et la rétention. C'est-à-dire que c'est pour nous un investissement, comme pour vous en partenaire, et en même temps, c'est de minimiser la perte de compétences et d'identifier des profils évolutifs, parce que ça aussi, c'est important. On a des campagnes de recrutement où on va CDiser un certain nombre de collaborateurs et le travail qu'on peut mener en parallèle, je dirais, c'est aussi de la création d'un vivier qui nous permettra demain de proposer de futurs postes en CDI. Très clair. Et alors, Fabrice, concrètement, pour notre audience, qu'est-ce qui a été mis en place avec l'équipe Mister Temp sur votre site et en quoi l'innovation a pu servir vos opérations? Ouais. Nous, ce qu'on a mis en place assez rapidement, je dirais, c'est tout d'abord, et ça rejoint un des points que l'on a évoqué en préambule, c'est la connaissance du site et de ses missions et de son activité. Donc, on s'appuie sur des échanges permanents avec les opérationnels du terrain, et donc les équipes vont, elles, être, je parle des équipes de Mister Temp, vont engager des réflexions avec un travail très étroit avec les agents de maîtrise qui sont en charge des services. On a mis également, pour avoir un suivi sur du long terme, un comité de pilotage qui nous permet une fois par mois de passer en revue un certain nombre de KPI sur le no-show qui a fortement baissé parce que ce qu'on a mis en place, c'est aussi en amont, et j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on organise des visites du site avec vos équipes pour que le jour où on se dit ça y est, on démarre, on appuie sur le bouton, on ait des collaborateurs intérimaires qui soient opérationnels, qui connaissent le site, qui ne le découvrent pas. Et ça, c'est un des points qu'on a mis en place avec vous. Ça a permis, bien évidemment, de baisser très fortement le no-show, l'absentéisme. Et puis, on réfléchit aussi demain à comment encore améliorer cet aspect-là. Mais je crois que la technologie le permet parce que justement, en complément de tout ce qui a été dit en préambule, tout ce qui est à non-valeur ajoutée, je dirais, ou qui prend du temps dans la création des contrats, toute cette partie remise des EPI, visite du site, les règles de sécurité, tout ça est traité en amont et ce qui permet de se concentrer, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, sur l'humain.
Très clair, Fabrice. Merci beaucoup. Et alors, en termes d'impact, en termes de résultats, qu'est-ce que vous avez observé concrètement sur votre site? Bah, nous, on a surtout fait très attention à un aspect qui nous est cher, qui est la qualité de vie au travail et en parallèle à la performance, je dirais, de développer, de déployer de nouvelles compétences. Et nous, ce qu'on a observé, c'est surtout une appartenance à la marque employeur avec des collaborateurs qui ont envie de revenir, qu'on revoit régulièrement, puisqu'on a des saisonnalités tout au long de notre parcours annuel, avec soit des opérations commerciales ou des points forts type Black Friday, fin d'année, peak season, tel que vous pouvez le découvrir dans d'autres sites logistiques. Donc une appartenance à la marque employeur, une fidélisation aussi des intérimaires, parce que bah voilà, ils ont envie de découvrir d'autres postes, ils ont parfois envie de rester, et c'est même eux souvent qui nous sollicitent en disant est-ce que vous n'auriez pas un CDI à me proposer ou quand est-ce que je vais revenir? Et puis, une image solide aussi du partenariat qu'on a avec vous, parce que ça permet de dégager des taux de satisfaction de la part de vos collaborateurs, comme les nôtres d'ailleurs, qui sont bien supérieurs à 95%, avec un bon niveau de confiance dans le relationnel. Et ça, c'est assez essentiel pour nous, pour garantir cette pérennité et une continuité dans la collaboration. Merci. Et alors, je me permets de vous poser une dernière question et après, on enchaînera avec le Q&A. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, de leur côté, envisagent de renforcer leur modèle de recrutement, ce serait quoi vos principaux conseils, les principaux leviers que vous leur conseilleriez d'activer? Alors, on en a déjà évoqué quelques-uns, mais je dirais que la proximité avec les équipes, elle est déterminante. C'est-à-dire que le bon relationnel avec les agents de maîtrise du terrain, qui vont être le point d'entrée pour de futures demandes ou tout du moins l'accompagnement des nouveaux collaborateurs, ça c'est extrêmement important. La qualité des profils recrutés, bien évidemment, qu'on sache exactement quelle est la mission. C'est pour ça que le travail en amont que permet la technologie et l'appel aux data est nécessaire pour que justement on puisse se concentrer sur quelle est ma mission de demain, quel est le vrai besoin de mon futur client. C'est assez déterminant. Le travail d'anticipation incontournable sur la formation, la création des contrats, la remise des EPI. Et puis, je dirais aussi, ça commence le jour où le collaborateur intérimaire va intégrer nos locaux et nos équipes, c'est l'accueil. On a des équipes de chez vous qui sont là, que ce soit la nuit pour accueillir les équipes de nuit, au moment du peak season, si c'est un dimanche, ils sont là, si c'est à 5 heures du matin, ils sont là. Et ça, je dirais que dans l'accompagnement, pour régler les petits détails de dernière minute qui peuvent arriver parce que le badge ne marche pas, parce que j'ai oublié mes EPI, etc., pour éviter d'avoir des impacts lourds sur le traitement de notre activité, tous ces sujets-là sont traités en amont. Donc, je dirais, en résumé, la proximité, l'anticipation, la formation, l'accueil. Parfait. Terminé là-dessus. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce témoignage. Euh, Là, je m'adresse aux deux Thibaut. Est-ce que vous avez vu passer des questions? Je suis désolé, je vois rien de mon côté. Absolument. Est-ce que vous souhaitez que je les lise? Volontiers. Allez, je vais prendre ce rôle. La première question, elle est pour Thibaut Péan. Quelle est la fonctionnalité, et je crois que vous en avez parlé un petit peu, mais de votre application mobile qui est la plus appréciée par les candidats? Ah oui, alors faire un choix. Non, je pense que ce qui est le plus apprécié, c'est quand même le fait de recevoir des missions directement sans avoir rien à faire. On leur propose des missions dans l'app et ils peuvent répondre en un clic, intéressés, pas intéressés. Et ils peuvent aussi passer parmi toutes les annonces qu'on propose et postuler aussi en un clic et du coup pouvoir trouver un job très facilement. Je pense que c'est le plus apprécié aujourd'hui chez nous en plus de toutes les autres fonctionnalités disponibles. Merci Thibaut. J'en ai une deuxième. Alors cette fois-ci, elle est plus pour Fabrice, je pense, pour la Fnac. Oui. Quelle évolution concrète vos équipes ont-elles observé depuis la mise en place justement du modèle on-site? Je sais que ça a déjà été un petit peu répondu, mais évolution concrète, peut-être le avant-après, quoi. Oui, bah, nous, on a un indicateur assez clair qui nous permet de dire qu'il y a eu un avant et un après, parce que je pense que peut-être Louis pourra confirmer, mais globalement, nous,
on a fait plus que doubler la part de marché de la partie digitale avec Mister Temp. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la qualité du recrutement sur laquelle on s'appuie beaucoup et sur la fidélisation des collaborateurs, nous, globalement, aujourd'hui, on a vu parfaitement les choses s'améliorer. Et du coup, cette partie relation de confiance, elle se traduit par une part de marché qui a doublé. Et puis enfin, je dirais qu'on a constaté aussi un absentéisme au plus bas, parce qu'il est très inférieur à 1% sur nos collaborateurs. Et globalement, aujourd'hui, c'est aussi un indicateur fort, alors qu'on a parfois en logistique, vous le savez, des métiers où on démarre très tôt le matin et on travaille le samedi, on travaille la nuit, on travaille le dimanche. Donc, je pense que ça, c'est un indicateur qui est suffisamment clair et qui nous permet de confirmer que toute cette partie de travail en amont est nécessaire pour garantir la réussite de l'intégration et surtout la continuité. Merci Fabrice. Alors je continue. Et de nouveau une question pour Thibaut. Combien de temps faut-il en moyenne pour déployer ce type d'outil dans une organisation? J'imagine que c'est très variable. Ouais, effectivement, c'est assez variable. Non, alors après, par contre, ce qui est vraiment important, c'est d'accompagner les personnels, enfin, tous nos collaborateurs dans l'utilisation de ces outils-là, parce que bah, il y a des habitudes qui existent, qui sont en place. L'arrivée de ces nouveaux outils peut parfois être perçue comme alors soit une menace pour certains, soit juste quelque chose qui les enquiquine par rapport à ce qu'ils font avant. Et donc, c'est réussir à bien prouver la valeur derrière. Et donc, en fait, c'est juste passer du temps pour bien montrer les nouvelles évolutions, l'intérêt de ces fonctionnalités. Et après, une fois qu'on a commencé à embarquer les équipes dans cette logique-là, sur le fait qu'il y avait besoin de se réinventer aussi, que le marché bouge et que ces outils leur font gagner du temps, derrière, en fait, le déploiement se passe très vite. Donc, en fait, c'est réussir à obtenir des premiers ambassadeurs qui vont pouvoir aussi dire aux autres que ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et là, après, le déploiement, voilà, ça se fait en quelques semaines, quelques mois maximum. Derrière, ça va dépendre des fonctionnalités aussi qui sont concernées. Donc on parle en semaines ou en mois et avec un travail de fond en amont pour être certain que l'adoption se fasse le plus rapidement possible. Hmm. Euh, une question pour moi-même, pour Indeed, quel est le niveau de transparence sur les salaires dans le secteur du staffing, que ce soit col bleu ou col blanc? Alors, chez nous, ce n'est pas vraiment un secteur, le staffing, c'est plutôt une typologie d'annonceurs. En fait, on observe la même chose alors, que ce que je vous ai montré précédemment, avec peut-être justement je vous montrais tout à l'heure sur le graphique, que quand la rémunération est relativement basse, le niveau de transparence, lui, est extrêmement élevé. Et c'est notamment poussé par justement les offres d'emploi d'intérim. Parce qu'il ne viendrait probablement, et je l'espère en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui sont présents, mais pas à l'idée d'un annonceur dans l'intérim de ne pas afficher le taux horaire pour l'intérimaire. Donc ce sont déjà des offres d'emploi qui sont extrêmement vertueuses puisqu'elles ont pris l'habitude depuis assez longtemps euh, à cause des candidats ou grâce aux candidats qui, eux, vont très facilement aller comparer les offres d'emploi les unes avec les autres. Donc, le niveau de transparence est plutôt élevé, notamment enfin même extrêmement élevé pour les acteurs du staffing, notamment dans l'intérim. Euh, Peut-être qu'on y viendra après dans les propos de conclusion, mais on pourra éventuellement vous fournir des données sur le sujet. Et alors, j'en ai une autre pour moi qui vient d'apparaître, pardon, pour Indeed. Donc, y a-t-il une stratégie de jour ou heure pour poster nos annonces? La réponse est non. Il n'y a pas de... Il faut la poster à partir du moment où vous êtes prêt à recevoir et à traiter les candidatures entrantes. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut la poster, qu'il faut la mettre en ligne et avoir des outils à sa disposition pour traiter le flux entrant. J'en profite du coup aussi pour vous dire que le jour et l'heure de publication d'une offre d'emploi, effectivement, il est dicté par le moment où vous avez besoin et notamment avec l'appel à la data auquel faisait référence Fabrice. Avec l'historique que vous pouvez avoir, vous savez combien de temps il vous faut pour avoir un certain volume de candidats et donc la capacité de pourvoir un poste.
Mais du coup, j'en profite pour vous dire qu'il est très important aussi de clôturer ces offres d'emploi lorsqu'on a suffisamment de candidats à traiter, ou peut-être qu'on en a déjà trop à traiter de candidatures. Et puis, évidemment, lorsque les candidatures sont traitées, et là, a priori, les outils tech de Mister Temp sont là pour vous y aider, pour pouvoir piloter ça en temps réel. Voilà. Et je suis venu à bout des questions et je crois qu'on arrive. Ah, je pense, Thibaut, votre micro a été coupé. Non, c'est bon. Euh, mais oui, effectivement, on arrive à la fin de cette session. Un grand merci à Thibaut et Fabrice pour la préparation de ce webinaire. Et vous allez recevoir dans les tout prochains jours l'enregistrement pour pouvoir creuser à nouveau toutes ces questions. Et n'hésitez surtout pas, suite à la réception de cet enregistrement, à nous solliciter si vous avez d'autres questions sur ces thématiques. En tout cas, on était ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et on vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci Bonne fin de beaucoup. semaine. Merci. Au revoir.